Bonsoir, nous sommes le 9 avril 2015, nouvelle édition du journal de la rédaction et dans l'actualité yvelinoise. Aujourd'hui, l'Institut VDCOM, comprenez véhicules décarbonés et communicants et de sa mobilité, fête sa première année. 1 an de travail autour des modes de déplacement de demain. Nous ferons le bilan. La situation financière de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines s'améliore. Le recteur a donc décidé de lui rendre son autonomie. Elle peut à nouveau gérer son budget. Jean-Luc Vessière, son président, est l'invité de cette édition. La semaine du handicap se poursuit à Elancourt avec hier soir une démonstration de hand-fauteuil. Les valides se sont essayés à cette discipline. Cette information tout d'abord pour débuter. La saisie de 7 kilos d'herbe de cannabis à l'hôtel Campanile de Voisins-le-Bretonneux. 4 Espagnols de 25 et de 27 ans ont été mis en examen mardi. L'un d'entre eux a d'ores et déjà avoué, expliquant qu'il espérait gagner quelques 3 000 € pour régler une amende pour conduite sans permis. Tout autre sujet à présent qui fait rire notre invité Jean-Luc Vessière dans un instant pour parler de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Mais pour l'instant, nous parlons bien d'éducation, mais de cette mobilisation à l'appel de plusieurs formations syndicales lancées, mobilisation interprofessionnelle partout en France. L'éducation donc a été notamment touchée par cette action de la CGT, Force ouvrière et solidaire, visant, je cite, à lutter contre l'austérité et ses impacts destructeurs. Mais pour les enseignants, il s'agissait aussi de contester le retrait du projet de réforme du collège. On écoute Bertrand Mesure, secrétaire départemental SNUIPP FSU. Qu'on arrête de privilégier une certaine forme d'économie et qu'on s'attelle à faire en sorte que l'économie réelle au service des personnes soit celle qui soit favorisée et que les salariés de cette économie tirent les fruits de leur travail et que ce ne soit pas la finance dans son ensemble qui récupère les gains liés à la productivité. Et les fédérations syndicales vont se réunir à l'issue de la journée de mobilisation d'aujourd'hui et envisager la suite de l'action. Invité ce soir donc Jean-Luc Vessière, président de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. On ne va pas parler de cette saisie de cannabis sur Voisins-le-Bretonneux qu'on évoquait au début du journal, mais plutôt d'un sujet plus sérieux qui vous a beaucoup préoccupé ces derniers mois, dernières années, c'est la situation financière de l'université. Après la tempête, le ciel semble maintenant se dégager pour l'établissement. L'UVSQ vient de retrouver son autonomie financière. On rappelle tout de même brièvement la situation de l'époque. Mars 2014, déficit de 5,2 millions d'euros. L'université ne peut plus assurer notamment une rémunération des professeurs. Un prêt est accordé, 800 000 €, ça c'était déjà fin 2013. Le rectorat qui accordait ensuite une avance remboursable de 2,5 millions d'euros. Aujourd'hui, tout ça est derrière vous et tout va mieux? Où en est un petit peu la situation financière de l'établissement? Les choses vont quand même beaucoup mieux. Donc il faut rester, comme je le dis, je l'écris, il faut rester vigilant. Mais effectivement, puisque l'année 2014 s'est terminée avec ce qu'on appelle un résultat positif, un bénéfice entre guillemets de presque 4,7 millions, nous avons pu abonder au fonds de roulement à la caisse d'épargne de l'ordre de 6 millions d'euros. Donc on regarde les résultats 2012-2013, donc ça va beaucoup mieux. Donc on voit qu'au-delà de l'aide de 2,6 millions du ministère en 2014, on voit qu'on fait un résultat supérieur à 4,6 millions. Donc tout c'était seul, une avance remboursable. Elle a d'ores et déjà été remboursée non, aussi? pas encore. Non, le ministère nous a demandé de provisionner un quart des sommes qui nous ont été prêtées pour éventuellement rembourser en 2015. Donc c'est ce que nous avons fait dans notre budget amendé 2015, si je puis dire. Alors pour arriver à cette situation, il a fallu faire forcément des sacrifices, des coupes dans les budgets, de fonctionnement des laboratoires, les unités de formation, des postes gelés. Quels ont été les efforts, si on peut revenir un petit peu dessus? Un premier topo rapidement, mais... Voilà, vous avez tout juste. Donc effectivement, il y a eu du gel d'emploi, c'est-à-dire, je précise, il n'y a pas eu de licenciement et de non-renouvellement de contrats pour les contractuels. Simplement, donc, les emplois de fonctionnaires vacants sont restés vacants. Il y a des contractuels qui ont pu partir ailleurs. On n'a pas remplacé. Voilà comment s'est fait la réduction du nombre d'emplois. Car sur 2-3 ans, on arrive pas loin d'une centaine d'emplois qui ont été supprimés sur 1600, sur 1700, on va dire. Donc c'est quand même significatif. Une partie sur l'emploi. Voilà. Après, donc une autre partie importante sur le fonctionnement, c'est-à-dire d'une part, on a réduit, comme vous le disiez, les dotations de fonctionnement aux laboratoires, aux IUT, aux UFR, aux facultés, comme vous voulez. Donc de l'ordre de 3/4 par rapport à ce qui était demandé au moins, ou à peu près par rapport à 2013. Donc c'était quand même assez sévère. Sur les recettes d'État, parce que le nombre de composantes ont des ressources qu'on appelle propres, parce qu'ils pratiquent de l'apprentissage, de la formation continue. Donc ils arrivent à avoir des financements par ailleurs. Donc selon la nature de la composante, c'était plus ou moins douloureux, quoi. Donc voilà. Et puis également, on a également fait des économies dans les dépenses, c'est-à-dire en renégociant des contrats. Donc il y avait le fameux partenariat public-privé sur l'efficacité énergétique, excusez-moi, qu'on a renégocié. Donc on a de nouveaux marchés qui sont plus avantageux. Donc là aussi, on fait des économies qui sont indolores.
Mais ça veut dire que l'établissement, l'université dans son ensemble, sur ses différentes composantes, a été moins performante, moins compétitive en termes de formation. C'est le premier de former les étudiants. Non, bon, en termes de formation, non, c'est toujours un petit peu le leitmotiv. On a fermé, on a fait ci, on a fait ça. Non, on a fermé la filière STAPS. On a déjà parlé, je vais pas y revenir. Après, on a filière dédiée au sport. Hein. Voilà, sciences et activités physiques et sportives. On a également réduit les options, mais c'est-à-dire que chaque étudiant a pu avoir le contenu de formation qui est prescrit par le cadrage national, si vous voulez. Donc, et par ailleurs, par rapport à votre question, pour répondre, une manière de répondre, c'est de voir les succès qu'on a pu obtenir tant au niveau de la formation que de la recherche. On n'a pas senti un impact fort, significatif, et de même, notre manière de répondre, en termes d'attractivité, voilà, je ne vois pas d'effet significatif. Donc, il n'y a pas eu moins d'étudiants inscrits, par exemple, cette année, si vous devez faire un bilan. Donc, voilà. Ça n'a pas fait partir les étudiants. Non. Ils sont restés dans les. Ils sont même venus en première année, malgré la communication qui avait pu être faite, disons fin 2013, qui avait pu inquiéter les parents. Bon, les étudiants sont quand même, les lycéens devenus étudiants sont quand même venus chez nous. Et je vois, par exemple, une autre mesure sur la recherche. On voit que d'année en année, le volume de contrats de recherche qu'on a avec les partenaires augmente. Donc, c'est un signe positif, un indicateur. Les entreprises s'y intéressent toujours à cette université, voilà, les étudiants également, mais les économies vont devoir se poursuivre, on l'imagine bien, pour 2015, pour l'année prochaine. Déjà, je vous laisse couper votre portable, ce n'est pas grave. Allez-y, oui, les économies vont se poursuivre. Hein, voilà, donc ça, on avait déjà anticipé le budget 2015 qu'on a arrêté, on va dire, en décembre 2014. Et dans ce budget, on avait déjà mis un petit peu d'oxygène, comme j'emploie souvent le terme, galvaudé d'ailleurs, puisqu'on a augmenté les dotations de fonctionnement au laboratoire, aux UFR, facultés. On a à peu près doublé les marges de manœuvre. Et puis également, on a une petite campagne d'emploi de fonctionnaires, donc d'enseignants, mais également de personnel administratif. L'objectif étant de résorber l'emploi contractuel aussi pour les administratifs. Alors qu'en 2014, il n'y avait quasiment pas eu de campagne d'emploi. Donc voilà, donc les choses repartent. Mais évidemment, comme vous le dites, comme dit le directeur général des services des universités, il y a eu le plan de retour à l'équilibre. Maintenant, il y a le PME, c'est le plan de maintien à l'équilibre. Donc il faut être vigilant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à l'équilibre, voire un peu bénéficiaire, qu'il faut... Il faut recommencer à dépenser et se retrouver dans une nouvelle situation très délicate. Vous récupérez votre autonomie financière. Concrètement, ça signifie quoi? Vous allez pouvoir justement lancer des projets, vous tournez vers l'avenir maintenant? C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de souplesse parce que par exemple l'année dernière, en 2014, il y a eu un budget arrêté par le recteur, c'est important, arrêté par le recteur avec l'accord de Bercy pour faire simple. Fin mars, dans la douleur. Et les larmes, la sueur, comme on dit. Et on n'a pu faire qu'une modification fin octobre. Voilà. Donc, par exemple, en 2015, c'était plus simple, on a pu l'arrêter. Le recteur l'a arrêté en décembre 2014. Mais déjà, la semaine dernière, on a fait un budget rectificatif. Donc ça, on peut régulièrement faire des budgets rectificatifs, informer le recteur, Bercy, pour faire un nouveau simple. Mais c'est nous qui sommes maîtres, c'est le conseil d'administration qui décide, qui vote. Mais c'est temporaire, il y a toujours un œil qui est gardé par le recteur. Oui, bien sûr. Normalement, comme ça aurait dû être fait avant. Ça, de mémoire de président, il fallait toujours envoyer 15 jours avant un vote en conseil d'administration sur une question budgétaire les éléments au rectorat. Sauf que depuis la crise, ils sont vigilants sur toutes les universités. Et ils se sont dotés d'un service compétent en la matière. Donc, et je pense que de toute manière, c'est une très bonne chose de continuer à interagir avec les services du rectorat qui ont des compétences et des moyens pour nous aider. L'avenir pour l'université de Versailles 50 ans en Yvelines, c'est forcément Paris-Saclay. Cette université de Paris-Saclay, l'UVSQ sera une composante plus qu'importante au milieu de Paris-Saclay. Là, aujourd'hui, le calendrier, c'est quoi? Cette université de Paris-Saclay, elle va prendre forme rapidement dès la prochaine rentrée. Donc, comment on dit ça, il y a eu l'arrêté qui est publié le 31 décembre, je crois, de création, 31 décembre 2014. Donc, l'université est créée et on va faire sa première rentrée en septembre 2015, puisqu'on va accueillir des doctorants et des étudiants en master. Voilà. Mais il y a d'autres projets. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Institut VDCOM, qui a un lien assez fort avec l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Ces voitures de demain qui sont développées sur les Yvelines, sur le département des Yvelines. On va y venir tout à l'heure, puisque VDCOM fêtait ses 1 an et l'université est aussi partenaire. Voilà, exactement. Et donc, on développe notre présence dans VDCOM également sur des projets collaboratifs avec les entreprises. Le bilan pour cette année pour l'université, parce que les étudiants vont bientôt passer leurs examens sur cette fin d'année. Vous êtes satisfait, au-delà de l'aspect financier, sur les résultats obtenus? J'ai le sentiment qu'on a des bons résultats. Et comme je vous disais tout à l'heure, en termes d'attractivité, c'est même plutôt mieux qu'avant.
Bon, l'université est bien valorisée, bien par ses partenaires, même si en 2013 ils étaient un peu inquiets, ou au début 2014, et là on voit bien que les choses sont reparties normalement, voire mieux, mais toujours, je répète, ça c'est important, vigilance. Un dernier mot plus ludique peut-être sur ce jeu qui a été lancé. C'est peut-être une idée aussi pour fédérer autour de cette identité de l'Université de Versailles 50 ans en Yvelines. Game of UVSQ, dérivé de la célèbre série américaine. L'objectif, c'est de retrouver un maximum de diplômés de cette université. Ils sont quelques 45 000, ces diplômés. Voilà. L'idée, c'est ça se passe sur Internet. Il y a un petit jeu qui est mis en place, assez simple, pour retrouver les anciens diplômés. Vous voulez créer l'identité Versailles 50 ans? Voilà, donc il faut préciser, je ne sais pas si vous l'avez fait, c'est la fondation de l'université. C'est la fondation qui s'occupe de cela, notamment Madame Véronique Raoul pour la citer. Donc il y a eu l'idée de ce jeu, on s'est appuyé sur un prestataire. Donc voilà, l'idée c'est de fédérer, de rassembler les anciens étudiants pour éventuellement qu'ils fassent quelques dons. Mais je crois que c'est important de créer une communauté, ce qui est toujours un peu difficile dans les universités. Voilà. Et on a quand même pas mal d'anciens étudiants qui... je crois que même peut-être vous êtes un ancien étudiant d'université. J'ai été retrouvé sur les jeux. Voilà, et puis il y en a d'autres qui ont des places aussi intéressantes. Donc, on verra pour le don si à la fin de l'édition je vous ferai un chèque ou pas. Merci Jean-Luc Vessière, président de l'université, d'être venu parler en tout cas de cette autonomie financière retrouvée pour l'UVSQ. Donc merci à vous. On va continuer à parler d'un sujet qui va intéresser les plus jeunes. Ce sont les jobs d'été. Un grand forum sur les jobs était organisé ce mercredi au centre Ariane de Vélizy-Villacoublay. Plus de 500 d'entre eux sont venus apporter leur CV, les lettres de motivation pour trouver donc ce fameux petit boulot durant la période estivale. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro, William L et Mathilde Capberne. Clément a 20 ans, il est venu chercher son premier job d'été. Je cherche juste à travailler parce que j'ai beaucoup de temps libre avant ma reprise d'études. Là. J'ai envie de le compléter un peu. Un rendez-vous annuel très attendu par tous les étudiants du département. Le forum sur les jobs d'été organisé par Yvelines Information Jeunesse propose une centaine d'offres d'emploi. On a une dizaine de recruteurs présents. L'idée, c'est que justement, il y ait différents secteurs d'activité qui soient représentés pour que chaque jeune puisse s'y retrouver. De la grande distribution, aux cueillettes, à l'aide à la personne. Donc c'est assez varié. Et il faut aussi, bien sûr, que ce soit accessible, puisque qui dit jeune dit forcément pas beaucoup d'expérience professionnelle. Au total, l'événement a attiré plus de 500 étudiants des Yvelines. Ils ont pu déposer à cette occasion leur CV et leurs lettres de motivation aux recruteurs. Je suis venu sur ce forum pour chercher du travail saisonnier, quoi. Gagner un peu ma vie, être un peu plus autonome. L'accueil il est très bien, oui. On est bien reçus, les personnes sont super gentilles. Franchement, c'est bien. C'est une bonne idée pour trouver un job facilement, je trouve. Et trouver aussi des idées originales, l'association agricole ANEFA tenait un stand. La structure propose des jobs d'été dans l'agriculture partout en France. Ce sont des postes de cueillette, de fruits et légumes, vendanges, mais pas seulement, aussi conduite d'engins agricoles, moisson. Donc il y a une variété de métiers importante en agriculture. Ils travaillent le matin, bien sûr, mais en fin d'après-midi, les soirées sont libres et ils peuvent faire la fête s'ils sont capables de se lever le matin, bien évidemment, parce que les exploitants agricoles veulent que leurs salariés soient dans les champs le matin pour ramasser et cueillir les fruits et légumes. Ça fait une expérience complètement différente de ce qu'on fait, de ce qu'on apprend vraiment dans la campagne. Et puis en plus, ça peut faire un bon job d'été, travailler à l'extérieur, tout ça. Si vous avez manqué ce forum job d'été à Vélizy, pas de panique, vous pouvez toujours demander des renseignements dans les bureaux information jeunesse du département. À quoi ressemblera le véhicule de demain? Dans les Yvelines, un institut est réfléchi depuis déjà à plus d'un an, VDECOM, qui fédère chercheurs, grandes entreprises de l'automobile, l'université de Versailles 50 ans en Yvelines ou encore des PME. VDECOM qui vient de fêter ses 1 an, l'occasion de faire le point avec Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Cette voiture électrique conduite par Anne-Charlotte Nicou a une particularité, elle peut aussi se conduire sans chauffeur. Un véhicule totalement automatisé, bourré de capteurs qui prennent tout en charge à la place du conducteur. Un peu à l'image d'un être humain, la voiture, pour conduire, a besoin de percevoir son environnement. Donc, ce sont les capteurs de perception qui jouent ce rôle-là. Donc celle-ci a une vision à 360 degrés afin de minimiser le risque d'angle mort, voire même supprimer complètement. Elle a besoin également de se localiser. Donc ce sont le but des capteurs de localisation, puisque vous avez besoin de savoir où vous êtes et quel est l'environnement autour de vous. Et enfin, elle doit prendre des décisions. Donc, ce qu'on appelle le module de supervision, ce sont toute l'intelligence embarquée et tout le cœur de nos algorithmes.
Ce véhicule prototype est l'une des grandes fiertés de VDCOM. Il est testé sur les pistes de Satori. L'Institut de transition énergétique a été lancé il y a un an. Il travaille sur toutes les questions de mobilité, d'électrification, d'automatisation et de connectivité des voitures du futur. On a les grandes entreprises de l'automobile française qui sont fondateurs de VDCOM, des grands instituts de recherche, et puis également des PME et bientôt des startups. Donc c'est un écosystème de près de 40 membres qui travaillent ensemble tous les jours. Un mariage entre secteur public et privé, entre petites et grandes entreprises, entre chercheurs et ingénieurs qui portent ses fruits. Aujourd'hui, l'Institut emploie un peu moins de 100 personnes. Ils seront plus de 150 à la fin de l'année et il est prévu encore une centaine d'embauches d'ici 2016. Pour fonctionner, VDCOM, qui fait partie du PIA, le plan d'investissement d'avenir, dispose d'un budget de 19 millions d'euros. Ce budget est en croissance, donc sur 3 ans, et l'ensemble de VDCOM est financé à 10 ans pour globalement une centaine de millions d'euros. Quand l'État met 1, les industriels mettent 1. Ça, c'est le principe de base du financement de VDCOM. Reste une interrogation, à quand une voiture sans conducteur sur route? Pour l'heure, c'est interdit en France et en Europe. Seul l'État du Nevada aux États-Unis a donné cette autorisation pour la Google Car. Mais l'avenir s'annonce radieux pour VDCOM. En octobre prochain, la ville de Bordeaux va accueillir le Congrès mondial des systèmes automatisés et les responsables en sont persuadés. Les derniers leviers législatifs devraient se lever. En attendant, VDCOM travaille également sur un pôle d'excellence qui ouvrira à la fin de l'année à Satori pour préparer cette fois les moteurs électriques de demain. Et à quoi ressemble votre véhicule du futur? C'est notre question du jour. On écoute vos réponses. Alors pour moi, une Mercedes, bien sûr. Après, ça serait une voiture plus qu'écologique, qui fonctionne à l'eau ou quelque chose de cet ordre-là. Peut-être plus écolo, c'est sûr, mais je vois pas du tout, non. Des voitures conduites automatiquement, sans conducteur. Des voitures plus écologiques surtout. Peut-être une voiture qui évite les accidents, qui s'arrête quand on oublie de respecter les distances. Aucune idée, la mienne me convient parfaitement, j'ai pas envie d'en changer et je n'en désire pas non plus une extraordinaire. Moi personnellement à mon âge ça me suffit tout à fait. J'aurais 20 ans ou 30 ans de moins, je réfléchirais peut-être différemment. Une maison entièrement en bois, montable et démontable en 10 minutes, utilisée pour loger des personnes en situation précaire. C'est le concept qui a été développé par Habitat et Humanisme, qui inaugurait hier sa première construction à Jouy-en-Josas. Les premiers locataires vont prendre possession des lieux dès la semaine prochaine. William L. Une maison qui déménage entièrement composée de bois, cette surface habitable de 40 mètres carrés se monte en 10 jours seulement. Plus rapide encore, le démontage n'en nécessite que 3. Le projet, porté par la Fondation Habitat et Humanisme, a été inauguré hier à Jouy-en-Josas. C'est une maison 100% écologique, c'est-à-dire qu'on est sur un produit bois, donc filière bois entièrement, l'isolation est en bois, on a de la ouate de cellulose, fibre de bois, on a des fondations qui sont donc réversibles avec zéro impact sur l'environnement. On fait du logement temporaire accompagné, donc on accompagne des ménages fragiles pendant en général 2 ans, dans un logement classique. On s'est dit, une maison démontable, pourquoi on ne ferait pas notre métier dans une maison qui elle-même est temporaire. Il y a beaucoup de collectivités locales, mais aussi des entreprises, des hôpitaux, etc., qui ont des terrains souvent viabilisés, qui servent à rien ou qui sont en attente de projets. Ça peut durer 5 ans, voire parfois 10 ans, parfois beaucoup plus, par exemple dans des cas de projets autoroutiers, des choses comme ça. Mais nous, à partir de 4-5 ans, on met une maison qui est une vraie maison, qui pourrait rester 50-60 ans, c'est pas une maison au rabais. Et puis quand on nous dit que le terrain doit être récupéré pour son usage initial, on démonte, on stocke et on va s'installer ailleurs. Ici, le terrain est prêté par la ville de Jouy-en-Josas pour une durée de 4 ans. La famille bénéficiera d'une convention d'occupation d'une durée d'1 an, mais renouvelable pour un loyer de 280 € par mois. Nous, on va l'accompagner. Il y a un travailleur social et un bénévole qui vont l'accompagner. Et puis à un moment, on va estimer qu'ils sont suffisamment autonomes pour intégrer le logement social classique. Et elle va retourner dans le circuit classique et on va faire rentrer une autre famille. Une première famille originaire de Vélizy viendra occuper le logement dès la semaine prochaine. Ce type de logement peu coûteux, permettant d'accueillir des familles en situation précaire, pourrait à terme devenir une solution pour pallier au manque de logements HLM. La semaine du handicap à Elancourt, c'est en ce moment des conférences, des ateliers, des rendez-vous sportifs comme cette démonstration de hand-fauteuil au Palais des Sports. Le reportage est signé Mathilde Caberne, les images Élodie Moine. Le handicap, un sujet sensible mais pas tabou.
Dans le cadre de la 12e semaine du handicap, la ville d'Élancourt a organisé une rencontre sportive à la découverte du hand-fauteuil. L'objectif, faire connaître le handicap sous une autre facette. L'idée de cette semaine de handicap, ce n'est pas seulement de parler du handicap ou des handicaps, mais de faire connaître ce handicap à la population. Et que les gens puissent voir que même en étant handicapé, on peut avoir des tas d'activités, et notamment sportives. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer une passion, quel que soit le handicap que l'on présente. Une passion qui anime Michel. Elle suit rigoureusement les entraînements. Proposé seulement 2 fois par mois, le hand-fauteuil, une discipline encore peu développée dans le département. Se retrouver handicapé et se dire on ne peut plus faire de sport, c'est faux. On peut pratiquer du sport, ce qui m'est arrivé. Donc j'ai été très contente d'intégrer le club de Montigny et de pouvoir faire le sport que j'aime en fauteuil. Pour moi, c'est génial. Moi, je m'éclate et vraiment, je passe 2 heures à oublier, à m'éclater, quoi. À l'instar du handball, les règles sont pratiquement les mêmes, à quelques exceptions près. Par exemple, au lieu de 3 pas autorisés, en fauteuil, c'est 3 poussées. Et petite particularité, tout le monde peut jouer, même les valides, à condition de se procurer un fauteuil. On n'a pas des handis ou on n'a pas des valides, nous avons des sportifs, parce que les entraînements sont très difficiles. Les joueurs se donnent corps et âme, aussi bien les handis que les valides. Et donc, ce que l'on produit en match, c'est du spectacle, c'est du sport. En France, on dénombre 12 millions d'handicapés, dont 360 000 en fauteuil roulant. Pour terminer ce journal, les images des rencontres inter-collèges du championnat d'improvisation. C'était au Prisme à Élancourt il y a quelques instants. Rencontre qualificative pour les demi-finales du 12 juin et toujours organisée par la compagnie Déclic Théâtre. 10 collèges s'affrontaient cet après-midi. 4 se sont qualifiés. Le collège Le Village, le collège Courbet de Trappes, le collège Einstein de Manille-les-Hameaux ainsi que le collège Alexandre Dumas à Élancourt. Tous ont donc rendez-vous pour cette demi-finale de juin à la Meurice à Trappes. De quoi laisser le temps à ces jeunes artistes de se perfectionner. L'exercice demande certaines aptitudes. Il y a d'abord une notion de partage, de rencontre, c'est-à-dire qu'évidemment, là, on a affaire à des jeunes collégiens qui ne se connaissent pas du tout, qui ne se sont jamais vus. Donc il faut oser briser la glace, aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas de notre collège, qui ne sont pas de notre quartier, qui ne sont pas de notre ville. Après, évidemment, il faut une grande liberté, un peu de folie, certainement. Et puis, on se rend compte quand même que le caractère compte, la nature même des comédiens, enfin des comédiens en herbe compte aussi vachement. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain, vendredi, pour un nouveau point complet sur l'actualité. L'essentiel de la semaine également. Tout de suite, Fileco avec Florane Parfait. Bonne soirée.